rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamina lépp luñ ci séntu yàlla na ko ci yàlla def bismillah. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers collègues, je vous remercie. Voilà encore une fois réunis pour la deuxième fois pour animer une émission de la radio scolaire de Saint-Radiolof. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un des nôtres, en l'occurrence M. Morgui, pour nous entretenir d'un thème d'une importance capitale pour nous, puisqu'il s'agit de la qualité et des qualités de mon enseignant. Qu'est-ce que mon enseignant? C'est une question qui ne cesse d'être revisitée par tous les pédagogues, les psychopédagogues, et chaque jour, les gens réfléchissent et redéfinissent ce que doivent être les qualités de mon enseignant. C'est des qualités qu'il faut méditer, des qualités qu'il faut essayer de cultiver en soi. Donc, aujourd'hui, après avoir écouté notre collègue Morndagui et discuté autour de ce thème, je crois que nous en sortirons vraiment enrichis. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Morndagui pour nous entretenir des qualités de mon enseignant. Merci beaucoup, monsieur le principal. Bonsoir, chers professeurs, chers collègues. C'est pour moi un plaisir de plonger le premier dans le marathon des lundis soirs de Sagata, c'est-à-dire les lundis consacrés aux exposés et débats d'idées. J'ai choisi le thème parce que c'est un constat général. L'enseignement n'est plus ce qu'il était auparavant. Les qualités d'un bon enseignant, c'est un ensemble de comportements, mais aussi de compétences qu'on exige d'un enseignant. L'enseignant est sans nul doute le plus beau des métiers du monde. Et pourquoi? Si on prend le tailleur, son domaine, c'est quoi? Le tissu. Le maçon, son domaine, c'est quoi? Le ciment. Mais un enseignant, il agit toujours sur une matière vivante, c'est-à-dire la personnalité d'un enfant. Être enseignant, c'est un privilège. L'influence d'un enseignant s'imprime toujours dans la vie de l'enfant. Et qu'il soit un médecin, un avocat, ils doivent tous quelque chose à un enseignant. L'enseignant, on dit qu'il forge les destins. Il est l'auteur-compositeur à l'égard de toutes les compétences. Enseigner, c'est aider à devenir, c'est guider les hommes vers l'espérance,
délivrer aussi la société de l'ignorance. On a noté 6 compétences auxquelles tout enseignant doit avoir. Et premièrement, on peut noter les compétences pédagogiques. Un enseignant, il doit être compétent dans sa matière. On ne peut pas être un professeur de français sans ne pas pouvoir parler français. Donc on doit être compétent dans la matière qu'on enseigne. Un enseignant ne doit pas hésiter quand il fait un cours. Il ne doit pas aussi sauter d'étape dans son raisonnement. Il doit utiliser un langage clair pour ne pas compliquer le cours. Donc on peut dire que la première qualité, c'est d'être compétent dans la matière. Deuxième compétence, c'est la compétence de mise en scène du savoir. Comment il doit dérouler son cours. C'est important. On peut être compétent dans la matière, mais comment on doit dérouler le cours, c'est aussi important. Donc d'abord, il doit savoir intéresser ses élèves. Il faut que les élèves trouvent de l'intérêt dans la matière, ou bien dans ce qu'ils font. Aussi, capter leur attention. Parce qu'il n'est pas facile pour un enfant de rester concentré pendant 1 heure ou bien même 30 minutes. Donc, l'enseignant doit savoir capter l'attention de l'élève. Aussi, il doit faire aimer la matière. Le rôle du maître, c'est de faire aimer sa matière par les élèves. Il doit aussi avoir de l'humour, c'est-à-dire qu'il sache décompresser les élèves. Je disais tout à l'heure que rester 30 minutes et se concentrer sur une matière, c'est difficile surtout pour un enfant. Donc, le maître doit des fois utiliser un peu de son temps pour décompresser les élèves. Leur permettre au moins de bouger ou bien de parler un peu, ça les décompresse. C'est-à-dire qu'il doit ménager des moments de détente, mais aussi que ces moments ne soient pas trop longs, 1 minute, 2 minutes de détente, et il revient dans son cours. Ensuite, le maître doit savoir distribuer la parole pour permettre à tous les élèves de bénéficier de son attention. Dans une classe de 30 élèves ou bien 40 élèves, on peut dire que seuls 5 élèves ou bien un petit groupe participent au cours. Maintenant, il doit faire participer les autres. Ce n'est pas évident que tous les élèves participent parce que des fois, un élève peut être timide dans la classe ou bien il peut avoir le complexe de parler. Maintenant, il appartient au maître d'essayer d'enlever ce complexe chez l'élève. Aussi, il doit être attentif aux réactions de chacun. C'est un groupe, il ne faut pas avoir la même réaction. Donc, il doit comprendre les réactions des élèves. Solliciter les plus réservés. Comme je le disais tantôt, il y a des élèves très timides. Maintenant, le maître doit les pousser, les inciter à parler un mot même, 2 mots, 3 mots. Et ça, bien. Il doit aussi relancer l'intérêt des plus dispersés. Il doit aussi être un bon orateur. Un enseignant, il doit savoir surtout parler. Il doit utiliser sa voix, parce qu'on dit que la voix, c'est un outil. La voix, elle permet de convaincre. Elle permet aussi de capter l'attention de l'élève. Donc la voix doit être assurée. Parler d'un ton assuré. La voix aussi doit être claire. Les élèves doivent comprendre ce que dit le maître. La voix aussi doit être ferme, posée et aussi audible. Même un élève qui est derrière doit entendre ce que le maître parle. Parce que des fois, il y a des classes pléthoriques avec un effectif de 60 élèves. Maintenant, si le maître ne parle pas très fort, il est fort possible que ceux qui sont derrière n'entendent pas.
donc la voix doit être audible. Aussi, le registre ne doit pas être monotone. C'est-à-dire il doit parler d'une façon coupée. C'est-à-dire, par exemple, si je veux dire les qualités d'un bon enseignant. D'un seul trait, l'élève peut ne pas enregistrer ce que je dis, mais il faut parler de manière coupée. Les qualités d'un bon enseignant, ça permet à l'élève d'enregistrer ce que le maître dit. Maintenant, s'il est rapide, la mémoire de l'enfant ne pourra pas capter très bien ce que le maître dit. Donc, la voix ne doit pas être uniforme. Et une troisième compétence, les compétences en matière de gestion de groupe. Une classe, c'est un groupe. Maintenant, comment gérer le groupe aussi, c'est une qualité de l'enseignant. Le maître doit savoir se faire respecter. Les élèves doivent respect au maître. Maintenant, on dit que le respect est réciproque. Maintenant, pour avoir le respect, pour être respecté, il faut d'abord respecter les élèves. Être aussi charismatique. Le maître doit être écouté. Savoir tenir une classe sans trop être strict, c'est-à-dire sévère. On n'a pas besoin d'un maître vraiment trop sévère dans sa classe parce que ça bloque l'imagination de l'élève. Donc le maître ne doit pas être trop sévère envers ses élèves. Un élève ne doit pas avoir peur de poser une question à son voisin. Parce que des fois on dit que l'élève il comprend mieux les explications de son camarade. Maintenant, s'il explique et que l'élève ne comprend pas, il doit pouvoir poser une question à son voisin. Donc, le maître, dans sa classe, il peut tolérer cette chose. Aussi, il doit savoir susciter les échanges avec les élèves. Maintenant, s'il y a un élève qui pose qui parle dans la classe, au lieu de le faire sortir, il peut lui demander de dire ce qu'il disait tout bas. Maintenant, si c'est une question, il va demander aux autres d'essayer de répondre à la question. Aussi, il doit avoir de l'autorité. Et l'autorité, c'est quoi? C'est le pouvoir de se faire obéir. Le pouvoir de se faire obéir. Maintenant, s'il demande aux élèves de faire, comme par exemple, un devoir ou bien un sujet à la maison, qu'ils le fassent. Être obéissant vis-à-vis des élèves. L'autorité ne s'impose pas. Il ne s'agit pas d'être sévère pour que les élèves vous respectent. Ce n'est pas important. Aussi, on dit qu'elle ne s'achète pas. C'est-à-dire, certains peuvent essayer de nouer des relations amicales avec les élèves pour se faire respecter. Ce n'est pas important. Il n'est pas souhaitable pour le maître de s'épancher sur sa vie personnelle. Certains enseignants, des fois, ont tendance à raconter leur vie aux élèves. Ou bien, comment ils vivent en famille. Notre maison, mon père, ma mère, quand j'étais en France, à l'école, j'étais comme ça. C'est pas la peine de dire ça aux élèves. J'étais bien en français, j'étais bien en mathématiques, c'est pas la peine. Aussi, le tutoiement des élèves à l'égard du maître et l'interpellation de celui-ci par son prénom ne sont pas des stratégies les meilleures. Un élève qui dit son maître tu, ou bien il l'appelle Bodounia, ou bien Morgué, c'est pas souhaitable. Il faut casser ça. Monsieur Nia, Monsieur Gay. Jouer à copain-copain ne va pas dans le sens d'une reconnaissance de l'autorité. Un élève et un professeur ne peuvent pas être des amis, des copains. Le maître ou bien l'enseignant
a une vie privée. Et quand quelqu'un se présente dans la classe, l'ensemble des élèves doivent se lever et attendre le signal du maître pour se rasseoir. Ça aussi, c'est un geste de respect à l'égard du maître. Si quelqu'un entre dans votre classe et que vos élèves restent debout, sachez qu'il vous manque de respect. Il faut... Oui. Reste assis, très bien, on corrige. Et quatrième compétence, les compétences en matière d'empathie à l'égard des élèves. La relation humaine qu'il doit y avoir entre les élèves et aussi le maître. Le maître, il doit être ouvert, aussi compréhensif, sympathique, souriant, de bonne humeur. Un élève, on doit le comprendre. Parce que vous êtes dans un milieu qui présente une diversité de cultures, donc une diversité de comportements. Donc il appartient au maître de faire des efforts pour comprendre ses élèves. Ils n'ont pas la même culture. Donc il doit prendre le temps de comprendre les problèmes de compréhension de ses élèves. S'ils ont des difficultés dans sa matière, il doit se poser la question pourquoi ils n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas compris. Aussi, la réponse peut se trouver à son niveau. La réponse peut se trouver au niveau des élèves, mais aussi la réponse peut se trouver au niveau de l'enseignant. Est-ce que je conduis bien ma leçon? Ça aussi, c'est une question. Aussi, le maître doit être adorable, tolérant, avoir un côté humain. Savoir que le conflit des enfants et un enfant est toujours un enfant. Il a des défauts. Donc, il doit chercher à redresser les élèves. L'enseignant doit se sentir responsable du niveau de ses élèves. Un enseignant ne doit pas dire que ses élèves, ils sont faibles, je les ai irrités. Ce n'est pas un prétexte. Il doit se sentir responsable de ses élèves, mais aussi de leur savoir. Ne pas laisser tomber les élèves du fait de leurs difficultés. Donc il est là pour aider les élèves. Il doit être un éducateur. Et éducateur, c'est quoi? Il doit conseiller les élèves dans d'autres domaines de la vie. Non seulement il instruit, mais aussi il doit être un éducateur dans d'autres domaines de la vie. L'enseignant doit éviter d'humilier les élèves. Humilier un élève, c'est dangereux. Et quand on lance un mot à un élève et que toute la classe rit, même si l'élève ne réagit pas, il est blessé. Il est blessé dans son fort intérieur. Donc on ne doit pas dire à un élève, tu es nul, le saboter en classe, vous le blessez. Et ça peut même le pousser à quitter, à décrocher l'école. Donc un élève, on doit l'encourager, on doit l'aider. Les humiliations ont des effets négatifs sur les motivations des élèves. Il y a aussi le cinquième point, c'est la tenue, le port vestimentaire. L'habit ne fait pas le moine. Certains le disent. Mais l'habit, il peut contribuer à faire ou bien à défaire un individu. Il peut contribuer à défaire l'enseignant. La tenue doit être correcte et non relâchée. Il est nécessaire que les élèves remarquent la qualité vestimentaire de leur enseignant. Un enseignant, quand il pénètre dans la classe, les élèves doivent apprécier ce qu'il porte. Mais comment? L'enseignant ne doit pas s'identifier au modèle social.
mais au contraire, il doit se démarquer et montrer autre chose qui s'inscrit dans la qualité. L'enseignant ne doit pas s'identifier au modèle, c'est-à-dire on porte, comment on dit encore? Un pain. Hein? Pain. Oui, si vous voulez, un pain, check down, parce que les gens le font dans la vie. L'enseignant ne doit pas faire ça. Il doit se démarquer de ce qu'il y a. Oui. Donc, nous devons chercher à redresser une génération qui fléchit de jour en jour. J'avais dit que l'enseignement, c'est un métier vraiment très noble. Mais aujourd'hui, l'enseignant, ou bien même l'enseignement n'a plus de valeur. J'ai personnellement choisi le thème parce que je suis un élément du système. Je suis un acteur de l'enseignement. Mais je sais que nous n'avons plus de crédit aux yeux de la population. Je peux même dire que nous sommes les cousins de tout le monde. Auparavant, si on parlait d'un enseignant, voici un enseignant, on faisait allusion à ses qualités, à sa valeur. Mais aujourd'hui, si on dit c'est un enseignant, c'est pour le taquiner. Donc, le métier perd de plus en plus sa valeur. Donc, il nous incombe d'essayer de rehausser la valeur de l'enseignant. C'était, chers collègues, chers professeurs, ce que j'avais à préparer. Maintenant, dans le débat, on peut approfondir, on peut analyser, aussi, on peut développer ces différents points. Et je vous remercie. Voilà. Je vous remercie, chers collègues, Mor Ndangui. Vous avez fait le tour d'horizon de qualité d'un bon enseignant. Vous avez parlé de ses qualités pédagogiques, et son comportement. Grosso modo, je crois que tout le monde ici a entendu et apprécié votre exposé. Sans plus tarder, nous allons ouvrir un débat autour de ce thème. Et je crois que les interventions des uns et des autres vont également enrichir ce thème, comme je l'ai dit auparavant. Donc nous dressons une liste, ça dépend de vous. On peut soit discuter à bâton rompu, c'est-à-dire quelqu'un lève la main, parle, un autre lève la main, parle, on répond, non? Ou bien on ouvre une liste. À bâton rompu. D'accord, celui qui veut prendre la parole. Oui. C'est-à-dire, moi je préfère qu'on ouvre une liste parce que si on intervient à bâton rompu, il faut le débat ne sera pas organisé. C'est-à-dire, nous avons tous entendu l'exposé de M. Mondelier. Alors, chacun a son mot à dire sur l'exposé, alors il faut chacun s'inscrire. Alors, chacun va dire ce qu'il pense après. Il y aura l'animateur qui va tirer la synthèse. S'il y a une question, l'exposant ou l'assemblée va. D'accord. Alors, je crois que on va retenir cette proposition. Nous allons tout simplement ouvrir la liste. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur tout ce qu'il a dit. Si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il s'inscrive.
Monsieur Niang. Je prends la liste. Monsieur Niang. Le premier, c'est qui? Monsieur Niang. Monsieur Niang. Le second? Monsieur Sec. Tat. Monsieur Diop. Mais tout le monde va parler là. Monsieur Sil. C'est pas la peine de prendre la liste. Tout le monde va parler. C'est lui qui veut parler, il lève la main. C'est la peine de prendre une liste. C'est pas évident que tout le monde parle, hein? Non, non. Cher Sarah. Cher Sarah, alors. Tout le monde va parler. C'est pas que tu comprends pas le français, moi je comprends pas. Même si c'est. Monsieur Bassel. Monsieur Bassel, Monsieur Faye. Et d'autres? Monsieur Ba. Il y a Monsieur Ba également qui veut parler. Non, monsieur Bassel. C'est pas SN, c'est fini. Il va parler au niveau de Ba et de SN. Non, c'est pas la même d'écrire mes deux cousins là. Ah oui. Il y a monsieur Bassel qui veut parler. Monsieur Sel, tu veux parler? Monsieur Sel. Déjà passé. Je parle au nom de tous les bas et de tous les scènes. On n'a pas besoin de Sel. Sinon, qui veut dire? Alors maintenant, donc, on peut commencer. Monsieur Faye, hein? Une première liste. Faut mettre mon cousin. Tout le monde va parler. C'est Mado Faye. Monsieur mon cousin. Là-haut? On peut faire le tout le temps. Oui. Yo, sama mag mo may woy. May woy. The flow is for Mr. Tu es inscrit? Est-ce qu'il est obligatoire que je m'inscrive? Non. Yo, j'ai posé une question. Non, mais j'ai répondu par une autre question. J'attends après. Madame Diane. Donc, on commence. Monsieur Niang, vous avez la parole. Voilà, merci monsieur l'animateur. Nous remercions l'exposant vraiment de son exposé vraiment pertinent. Alors, comme principal l'a dit tout à l'heure, donc il a fait un tour d'horizon. Il nous a beaucoup parlé des qualités de l'enseignant. Alors moi, je vais peut-être apporter une contribution. Parce que dans son exposé, il a posé une question, qu'est-ce qu'un enseignant? Alors je dirais ou je répondrai qu'un enseignant, c'est d'abord tout simplement un bon citoyen. Parce qu'il faut être un bon citoyen pour être un bon enseignant. Alors, il a posé une question ou bien il a eu à comparer l'enseignant et l'enseignement. Bon, je dirais tout simplement que l'enseignement n'a pas changé. Alors, si on parle aujourd'hui de changement, c'est les enseignants qui ont changé. Alors, quel type d'enseignants avons-nous aujourd'hui? Il a eu à les comparer avec les enseignants d'autrefois. Alors, on dit aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas l'enseignement, mais c'est l'enseignant qui a changé. Alors, un enseignant doit avoir un bon comportement, il l'a dit dans son exposé. Un enseignant doit être un modèle. Alors, c'est quelqu'un sur qui il faut recopier. Donc, c'est un modèle sur tous les plans. C'est un modèle humain, c'est un modèle d'amour, c'est un modèle de développement, c'est un modèle. Donc, sur tous les plans, l'enseignant est un modèle. Alors, quels citoyens nous avons besoin? Nous avons besoin des citoyens de demain qui vont forger des citoyens qui vont
diriger le pays. Donc il faut forger des citoyens capables. Donc l'enseignant doit être quelqu'un qui est vraiment complet. Alors, il a dit tout à l'heure que l'enseignant doit maîtriser sa classe. Que veut dire maîtriser sa classe? Alors, c'est d'abord préparer sa classe. Maîtriser la matière dont nous donnons en classe. Donc, il ne faut pas aller en classe en hésitant. On ne doit pas hésiter devant les questions des enfants. Et pour cela, l'enseignant doit vraiment connaître beaucoup et enseigner peu. Alors, pour le moment, c'est ce que j'avais à dire. Bon, au fil du temps, peut-être, je vais intervenir. Je vais terminer pour dire qu'il y a des nouveaux que je ne connais pas ici, que je n'avais pas laissé ici quand je quittais. C'est le cas de M. Ndiaye, M. Sen. Alors, il y a... Oui, c'est M. Ndiaye et M. Sen pour le moment. Les autres, moi, je les connais. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Diop, après, qui prend la parole. Donc, c'est M. Sec. M. Sec. Allez-y. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, monsieur le principal. Bonsoir tout le monde qui est présent ici. Donc, avant de commencer, je dirais un grand merci à M. Gueye, l'exposant. Bon, après avoir écouté l'exposé, on s'est dit nettement qu'il est clair, il est plein de connaissances et de leçons à tirer là-dessus. Donc, on a tendance à parler d'enseignants ou d'enseignement d'aujourd'hui et d'hier. Il faut toujours retourner la chose dans son contexte. Donc, si je regarde bien le rétroviseur, je me dis que peut-être il y a 20 ans ou 25 ans ou même 15 ans auparavant, les enseignants d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas comparables. Ce n'est pas du fait du nombre de qualité ou du point de vue de qualité ou quoi que ce soit, je pense que c'est du point de vue de nombre. Donc, voir un enseignant dans le passé, c'était un peu quelque chose de rare. Mais maintenant, je pense que la population, quand un pays développe, je pense que c'est là, si sa jeunesse est en activité, c'est là qu'on parle de développement d'un pays. Donc, si les jeunes se mettent à participer à ce développement, donc ici, il y a un nombre d'élevé de jeunes qui sont dans l'enseignement, je dis que c'est un pas en avant du point de vue de développement. Donc, si j'ai bien écouté aussi l'exposé, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Ça veut dire quoi? L'éducation. Donc, si on limite l'éducation seulement qu'à l'école, donc il serait défini d'une manière ambiguë. Donc, je ne pense pas qu'on soit des éducateurs, mais plutôt des instructeurs ou des gens qui donnent la connaissance. Donc, je pense que l'éducation commence à la maison d'abord, avant de venir à l'école. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vrai qu'il y a une part d'éducation dans ce que nous faisons, mais le pourcentage le plus élevé dans ce que nous faisons, c'est l'enseigner ou éduquer l'enfant. Donc, je pense que l'éducation revient donc aux parents d'abord, ça se fait à la maison, et ensuite, si ça peut se faire à l'école, donc je peux comprendre, mais il y a une grande part de responsabilité des parents d'abord, avant d'en venir aux enseignants. Donc c'est un constat que j'ai fait. Donc les gosses, on est là, on les éduque d'une part, mais on les enseigne. Mais ce que je peux dire est que l'éducation doit d'abord commencer à la maison, avant avant l'école. Donc c'est ça que j'avais à dire là-dessus. En tout cas, c'est un exposé plein de connaissances, plein de choses à retenir. Et merci. Donc, M. Diop Daouda. M. Silla, prépare-toi. Bonsoir, chers collègues. Je me suis d'abord au remerciement des uns et des autres. Je remercie M. Gueye qui a ménagé aucun effort pour réussir son exposé. Donc, quand on parle de qualité d'un enseignant, comme il l'a si bien dit, comme il l'a si bien énuméré, ici je vois que, d'après mon constat,
c'est comme si l'enseignement se limitait à la maison, du moins à l'école. Alors que l'enseignant a ce qu'on appelle a une vie dans la société. N'est-ce pas? Parce qu'on peut bien se comporter à l'école, comme tu l'as bien dit, mais parfois aussi on peut avoir un comportement dans la société. Est-ce que c'est je pose une question, hein? Est-ce que par exemple, l'enseignant, comme il l'a dit, l'enseignant gère bien sa classe, déroule bien. Je continue. Je disais tout à l'heure que, d'après votre exposé, hein, j'ai fait une remarque. Je crois que la remarque c'est quoi? C'est que l'enseignement se limite seulement à l'école. Alors que l'enseignant a une vie dans la société qui est un peu différente de la vie à l'école. Pratiquement, il y a une petite différence. Hein, parce que normalement, l'enseignant doit avoir le même comportement à l'école que dans la vie, dans la société. Parce que imaginez par exemple un enseignant qui gère bien sa classe, n'est-ce pas, qui déroule bien ses cours, qui les prépare, mais à la sortie de l'école maintenant, il change de comportement par rapport à la société. N'est-ce pas? Il traîne par-ci, par-là, n'est-ce pas? Il porte n'importe quoi, il parle du tout et de rien, n'est-ce pas? Il entre dans toutes les maisons, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que cet enseignant-là, est-ce que s'il se comporte par exemple comme ça dans la société, ses élèves le voient, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il revient, s'il revient à l'école, est-ce que ses élèves ont une considération envers lui? Est-ce qu'ils ont une considération envers lui? Parce que, comme je le dis tout à l'heure, c'est pas que j'y reviens. Donc c'est une question. Hein? Est-ce que l'enseignant doit avoir deux vies différentes? Voilà. La vie à l'école, la vie dans la société. Donc d'après ce que tu as dit, toutes les qualités, je vois, moi personnellement, je vois en moi des défauts. Parce que tu as dit l'enseignant doit faire cela pour réussir son cours. Mais moi, je dis que ça c'est la perfection. Mais est-ce qu'actuellement on peut amasser toutes ces qualités-là, n'est-ce pas, pour gérer sa classe? Donc c'est pour cela que je dis que moi, je vois en moi des défauts quoi, par rapport à tout ce que tu as dit. N'est-ce pas? Et maintenant, pour terminer, je vais me poser une question. Hein. Est-ce qu'un bon enseignant doit aller en grève? C'est une question que je pose. Parce que nous, comme moi personnellement, moi je suis le mouvement. Alors que quand je suis dans ma classe, je fais correctement mon cours, comme il se doit. Voilà. Mais par contre, quand il y a grève, moi je suis le mouvement. Est-ce que là aussi, est-ce que ça aussi c'est voilà. Je demande, je pose une question. Maintenant c'est un débat. Hein. Maintenant s'il y a quelqu'un qui peut me mettre sur ce point-là, ce serait un grand plaisir. Maintenant sinon, je remercie tout le monde parce que cette épisode-là vient en son heure. Hein. Parce que nous tous, nous sommes de la nouvelle génération. Nous sommes de la nouvelle génération. Donc comme nous, quand on sortait, on n'avait rien dans la tête. Mais au fil du temps, avec les années, maintenant on a marqué de l'expérience. Donc je remercie tout le monde. Si j'ai été un peu long, maintenant je m'en excuse. Hein. Non. Okay, merci beaucoup. Donc pour M. Sylvie, vous avez la parole. M. Diop se prépare. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. En fait, je profite de l'occasion pour saluer tous les collègues ici présents, remercier en fait l'exposant, M. Gueye. Vraiment, nous sommes très satisfaits de votre exposé. Hein, beaucoup d'idées vraiment, hein, beaucoup d'informations. À propos de l'exposé de M. Gueye qu'on a suivi tout à l'heure, moi j'ai en fait deux questions qui n'est pas très claires dans ma tête. Un, il y a quelque part où vous parlez que l'enseignant doit tolérer les questions des élèves envers ses camarades. En fait, j'ai pas bien compris, je crois que ça doit être le contraire, laisser des élèves se poser des questions dans ton cours. En tout cas, pour moi,
si après vous allez m'éclaircir, parce que moi je ne peux pas tolérer dans mon cours un élève qui pose des questions pour ses camarades, hein, même si ça fait partie des bonnes qualités, moi je n'en ai pas et je ne suis pas encore prêt à tolérer ça. L'autre, c'est qu'il a dit que l'enseignant doit être ouvert et de bonne humeur à travers ses élèves. Là aussi, en fait, vraiment, j'ai du mal à comprendre comment un enseignant peut être ouvert hein, et en même temps doit avoir la gestion de la classe. Je ne sais pas si les deux peuvent aller de pair, mais être ouvert, je pense que qualité d'un bon enseignant, moi je pensais qu'il doit être ferme, hein, rigoureux, etc. J'aurais du mal à comprendre comment il pouvait être ouvert et en même temps avoir une bonne gestion de sa classe. En fait, c'est ces deux points en fait, que je voulais des éclaircissements. Hein. À part ça, vraiment, nous sommes très satisfaits. Hein, beaucoup d'informations, vraiment. Et surtout, l'enseignement, avant tout et après tout, c'est un métier. Hein, comme il a dit, un métier qui agit vraiment hein, sur ce qui est le plus important hein, de notre société, c'est l'humanité. Un métier qui a pour outil l'humanité. Il agit sur la personne, hein, la personnalité de l'individu. Vraiment, ça suffit largement pour dire comment c'est important hein, pour tout un chacun et savoir quel métier vous avez. Quand on vous dit que vous êtes un enseignant, ça veut dire votre outil hein, de travail, c'est l'être humain. Hein. Quelqu'un qui a comme outil l'être humain, vraiment, on n'a pas besoin de te dire comment tu dois te comporter. Hein, et tout ce qui suit, parce que vraiment l'être humain, ce n'est pas quelque chose de facile à manier. Je pense que je vais donner la parole, je vous remercie. Monsieur Diop, vous avez la parole. Donc, M. Sen se prépare. Assalamu alaikum. Bonsoir à tout un chacun de nous. Donc, je crois que vous me permettez de me mettre sédiment au niveau des genoux. Donc, je remercie M. Guéry d'après avoir nous donné une remarque vraiment que je me sens mieux, parce que quand on parle de l'enseignant, donc je dois vraiment me ressouffler encore pour avoir une bonne position. Et à travers l'exposé qu'il a dit devant nous, et j'ai constaté que vraiment c'est bien préparé. Et maintenant, moi j'ai constaté à travers son exposé, il a parlé de l'importance de l'enseignant, n'est-ce pas? Ensuite, M. Silma sur la langue, il a parlé aussi, il a considéré un enseignant comme étant un fondateur du développement de l'humanité. Là aussi, c'est d'importance. Aussi, il a parlé de langage codé, non codé. C'est-à-dire, quand on est dans une classe, l'objectif c'est de véhiculer un message, c'est-à-dire transmettre quelque chose. Et maintenant, ce dont on doit transmettre à des enfants, ça ne doit pas être codé. Si c'est codé, ça rend plus difficile. Donc, c'est dit que l'enseignant ne doit pas coder son langage, là, et je vois que c'est une situation que nous devons saluer. Aussi, il a parlé aussi du déroulement des cours. C'est-à-dire, là, quand je comprends bien, c'est la gestion de la classe. Mais aussi, dans son déroulement, dans le déroulement des cours, il a parlé le fait de se faire aimer. C'est-à-dire, on ne peut pas être enseignant, c'est-à-dire devant des enfants, et que les enfants ne vont même pas te regarder. Donc l'enseignant doit faire tout pour que ses élèves, c'est-à-dire ses élèves, aient de l'amour envers lui. Lui aussi, il a parlé que l'enseignant doit faire aimer sa matière. Moi, j'enseigne par exemple le français, alors qu'à chaque fois quand j'entre, je vois que les élèves me fuient. S'ils ont la possibilité de ne pas faire le cours, ils le font. Donc là aussi, c'est bien. Quand on est enseignant, il faut faire tout pour que la matière dont il enseigne soit aimée par les enfants. Aussi, il a parlé de l'animation dans son cours. Et maintenant, j'aimerais bien comprendre parce que d'une part, il a dit que éviter de parler de vie privée. Moi, je me dis que dans un côté, parce que c'est des enfants,
Peut-être tu as dépassé la situation. Mais c'est ça l'expérience. Un formateur m'avait dit, si par exemple l'importance vous est exploitée, c'est-à-dire on parle par exemple d'une situation par rapport à ce qui se passe dans la classe. Souvent, il est bon de raconter quelque chose, mais cette chose doit être en rapport avec le cours, c'est-à-dire ce dont nous parlons. On parle par exemple des élèves qui fuient. Maintenant, dans votre vie, tu as constaté que quand tu étais élève, les cours que tu étais absent, souvent vous avez des difficultés à avoir une bonne note. Et maintenant, si tu vois un élève qui fuit ton cours, tu peux lui dire ce qui a été vécu. Moi, j'ai fuyé par exemple une telle matière, mais il m'était très difficile d'avoir une bonne note à cette matière. Donc là, tu poses à l'élève de ne pas fuir un cours. Pourtant, c'est à travers votre vie privée que tu l'inculques une connaissance. N'est-ce pas? Aussi, il a parlé d'une voix audible. Là aussi, c'est vrai. On ne peut pas être, par exemple, un orateur, c'est-à-dire parler, et que celui qui veut entendre ce que tu parles n'entend pas. Là, je me dis que votre présence n'a pas de sens là-bas. Parce que enseigner, c'est échanger, etc. Maintenant, là aussi, c'est bien, il faut être audible. Vous parlez aussi, quand on parle, il faut marquer des pauses. Maintenant, si la voix est audible, tu parles, tout le monde t'entend. Et ce que tu parles est clair, ce que tu dis est clair. Moi, je me dis que si l'élève ne te pose pas la question, comme je n'ai pas compris, il ne faut pas marquer la pause, pardon. Continuez, s'ils ne comprennent pas. Mais là aussi, il y a un problème. Il a dit que si, par exemple, le professeur est considéré comme étant quelqu'un qui est sévère, les élèves n'ont pas, par exemple, l'audacité de lui demander la question. Là aussi, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les élèves puissent avoir la peur? Souvent, les élèves aussi, il ne faut pas diaboliser la situation envers le professeur. Parce qu'il y a des professeurs qui ne sont pas méchants du tout, mais par humeur, les élèves le considèrent comme étant méchant. Maintenant, ce qui le côtoie, il sait qu'il n'est pas méchant. Il sait communiquer, il sait laisser passer, il sait pardonner. N'est-ce pas? Ensuite, dans son discours, j'ai entendu qu'il a parlé, par exemple, des méthodes d'enseignement. Il a parlé, par exemple, méthode directe et méthode indirecte. C'est des systèmes. On parle de système direct et système indirect. C'est-à-dire le système participatif et le système dirigiste. Quand nous étions élèves, moi j'avais vécu la situation du système dirigiste. C'est le professeur qui disait prenez. Il n'y avait pas d'activité. Arrivé à la maison, on regarde et on cherche des explications. Mais actuellement, on nous impose une méthode, appelée méthode participative. C'est-à-dire l'élève est au centre du cours. C'est l'élève qui doit, par exemple, qui pousse l'élève à sortir les idées. Maintenant, je me demande, parmi ces deux méthodes, peut-être, nous, on a vécu la première et nous sommes obligés d'enseigner la deuxième. Et je me demande, à votre avis, quelle est la bonne méthode? Parce que la méthode dirigiste, on constate actuellement le niveau des élèves est bas, est très faible. Et je me demande, quelle est la bonne méthode? N'est-ce pas? Ensuite, c'est une question que je vous pose, M. Seke, il y a M. Nian et Mondogué. Quelle est la différence entre un pédagogue et un éducateur? N'est-ce pas? Je demande ça parce que c'est juste une petite parenthèse. Quand nous faisions, par exemple, le cours de psychopéda, il y avait un formateur qui nous disait, par exemple, en parlant, par exemple, de psychopéda, il a considéré un pédagogue à travers... Non, je ne donne pas la réponse. J'ai des problèmes. N'est-ce pas? Il dit que le pédagogue, c'est qui? C'est quelqu'un qui prend l'enfant, c'est sa maison, l'amène à l'école et retourne à la maison. Maintenant, moi j'avais des difficultés. Là, c'est ma propre analyse. Maintenant, conduire l'enfant, prendre l'enfant à la maison, l'amener à l'école et faire retourner l'enfant à la maison, moi je me dis que c'est inculquer, par exemple, des valeurs à l'enfant qui, quand il est à la maison, il voit
n'est-ce pas, son éducateur, ou bien son enseignant, ou bien son pédagogue. Maintenant, au cours du chemin aussi, il le voit. En classe, il le voit dès qu'il retourne. Il le voit à la maison, il le voit. Maintenant, c'est ma pensée. Mais j'aimerais bien avoir la différence entre ces deux. Donc je vous remercie, j'ai pris la parole longuement, mais vous me comprenez, je vous remercie. Il le fallait, merci beaucoup. Alors celui qui suit, c'est M. Sen. C'est moins bas. C'est moins bas. Bonsoir tout le monde. C'est plus bas. Bonsoir aussi à M. Gueye, que nous remercions de son exposé, qui a été pertinent et que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Donc, je vais apporter tout simplement quelques contributions que je n'ai pas entendues dans son exposé. L'enseignant d'abord doit aimer son métier pour pouvoir vraiment continuer à surmonter toutes les difficultés qu'il aura à rencontrer. Donc la passion, c'est quelque chose de très important que l'enseignant doit avoir envers son métier. L'enseignant également doit agir en qualité de fonctionnaire qui est responsable, mais aussi de façon éthique. Alors, concernant également le comportement de l'enseignant en classe, bon, vous avez parlé de l'ouverture de l'enseignant, c'est bien, mais aussi l'enseignant a besoin d'une certaine fermeté. Donc, en fait, il ne doit pas se laisser donc envahir par les élèves. Donc, l'enseignant doit savoir agir lorsqu'il est nécessaire. Donc, il doit avoir une certaine fermeté. Il ne doit donc, comme je peux le résumer, il ne doit ni être donc très loin des élèves, ni donc très proche des élèves. Alors, je vais finir donc par vous poser une petite question. Donc, si je me rappelle bien, tout au début donc de votre exposé, vous avez parlé de compétences pédagogiques, c'est ça? Et ensuite, compétences liées à la mise en chaîne. Alors là, j'ai du mal à comprendre parce que ce que vous avez développé dans ce second point, en fait, moi, je le range dans les compétences pédagogiques. J'aurais compris, peut-être si au premier point, vous aviez mis donc compétences liées à la maîtrise donc des contenus, et tout ça, compétences liées à la maîtrise des contenus, cumulées ici à compétences liées à la mise en chaîne. Je pense que tout ça devrait être regroupé sous un seul point, c'est-à-dire les compétences pédagogiques. Parce que la pédagogie, d'abord, vous devez maîtriser le contenu, mais également avoir maintenant des méthodes donc pour faire donc transmettre ces contenus-là. Et c'est ça, moi, que j'appelle pédagogie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sen. Le suivant. Monsieur Ndiaye, English. Ndiaye, anglais. Devant vous. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Lucie. Oui, d'abord je voudrais m'associer au remerciement des uns et des autres. Je voudrais remercier l'exposant, M. Gueye, vraiment qui nous a gratifié d'un exposé très riche et vraiment que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Donc, tout au début de son exposé, il a parlé de l'enseignant en tant que tel. C'est rare, il y a un de nos formateurs qui nous disait que quand un parent décide de prendre son enfant et l'amener à l'école, là c'est déjà un aveu d'impuissance. C'est parce qu'il espère que l'enfant va en tout cas apprendre à l'école, lui il n'est pas dans les dispositions vraiment de le faire. Donc la place que nous occupons dans la société est très 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 importante.
Ok, il a tout au début de son exposé aussi, I'm sorry, ok. Il a parlé de compétences pédagogiques. Donc on peut résumer ça, le rôle de l'enseignant on peut le mettre dans un angle où il y a l'enfant et l'enfant, l'enseignant et le savoir. Donc la relation entre l'enseignant, entre l'élève et le savoir, c'est l'apprentissage. La relation entre l'élève et le professeur, c'est la pédagogie. Et la relation entre l'enseignant et le savoir, c'est la méthode. Quelle méthode doit-on utiliser pour pouvoir vraiment dispenser un bon cours. Donc ça a été vraiment très important pour nous. Maintenant, j'ai une question par rapport à ce qu'il a dit. Vous avez tantôt parlé des qualités de l'enseignant. C'est vrai, mais comme on dit, l'école c'est la société en miniature. Donc, l'élève vient à l'école, le comportement qu'il a à l'école, j'en suis sûr que c'est à 90%, c'est ce comportement-là qu'il a à la maison. Donc, vous voyez la relation qui existe entre école et société. Donc, maintenant, on parle des niveaux des élèves, des enseignants. Mais maintenant, quelle doit être la responsabilité du parent et des pouvoirs étatiques par rapport à ce niveau de l'élève des élèves que nous déplorons. Parce que si je prends l'exemple de notre cas en anglais, on nous dit qu'il faut enseigner en utilisant le CLT. Mais vu les conditions que nous avons ici à l'école, c'est très difficile. Il y a le niveau des élèves, dont nous sommes tous responsables, bien sûr. Mais les conditions d'apprentissage aussi par rapport aux méthodes qu'on nous exige d'utiliser en classe. Donc vous voyez, c'est un peu absurde d'ailleurs de vouloir nous imposer certaines méthodes d'enseignement alors que les conditions ne sont pas là, elles ne sont pas réunies pour pouvoir vraiment faire cela. Donc quelle doit être maintenant la responsabilité du parent et de l'autorité éducative qui est censée donner, qui est dans l'obligation de donner une éducation de qualité à tous les jeunes de ce pays-là. Ok, merci. C'est bon? Yo. Mr. Bassin. Mr. Bassin. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bon, je m'associe aux salutations. Monsieur Ba, prépare-toi. Remercier par la même occasion M. Gueye qui nous a gratifié en tout cas de cet exposé qui nous concerne nous en tout cas particulièrement. Donc on se retrouve ici pour discuter un peu de notre condition personnelle. Et c'est pour rebondir un peu par rapport à ce que M. Nia a dit tout à fait au début, le rapport qu'il a posé entre l'enseignant et l'enseignement en question, n'est-ce pas? Et d'où l'importance, si vous voulez, de l'enseignant dans le milieu et la comparaison qui a été établie entre ce qu'on a appelé autrefois. Les doyens sont là pour peut-être permettre d'établir en tout cas ce lien et ce que nous faisons en tout cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il en résulte généralement qu'on dise que le niveau des élèves aujourd'hui il est bas, qui est le responsable pour une interrogation. De toute façon, si je suis le raisonnement de M. Ndiaye, les responsabilités peuvent être partagées. Mais pour ce qui concerne l'enseignement particulièrement, par rapport à la situation actuelle, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'il présente ces qualités dont M. Gueye vient de nous gratifier? Sinon, c'est l'occasion pour nous d'en profiter, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, comment justifier maintenant le fait que le niveau des élèves n'est pas tel que nous l'aurions souhaité, n'est-ce pas? Moi, personnellement, je pense que les gens ont attendu d'être dans une certaine urgence, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le secteur de l'enseignement même a même besoin et un manque de professeurs. Les gens ont attendu d'être dans une certaine urgence, ils n'ont pas pu avoir une méthode un peu anticipative pour permettre en tout cas de former les gens dans les meilleures des conditions pour qu'ils puissent aller en tout cas s'acquitter de des tâches qu'ils devraient. Donc les gens ont attendu d'être dans l'urgence, n'est-ce pas, pour vouloir
lancé un peu pour imiter un langage un peu militaire, une opération kamikaze, n'est-ce pas? Donc, depuis quelques dizaines d'années, on a vu comment les gens ont été recrutés pour être mis dans le milieu de l'enseignement. Maintenant, je pense que comme il vient de le dire, il y a de la préparation en toute chose. Quelqu'un qui dit que je travaille et j'ai un objet d'étude, il est nécessaire qu'il se prépare lui-même d'abord, mais qu'il prépare aussi, si vous voulez, la chose sur laquelle il va aller travailler. Et nous, notre tâche est d'autant plus difficile que parce que nous travaillons sur des personnes comme nous, n'est-ce pas? Et il n'y a pas plus difficile à maîtriser que la personne. On dit que les enfants viennent de sociétés diverses, ils se rencontrent à l'école, n'est-ce pas? Ou disons, c'est la règle du cosmopolitisme qui règne, n'est-ce pas? Donc, maintenant, l'enseignant qui se trouve à divaguer à l'intérieur, en tout cas, de cette atmosphère, donc je pense que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué et on essaie quand même de faire ce que l'on peut. Donc, c'est pour dire que, à ce que vous avez dit, en tout cas, comme étant, si vous voulez, les qualités que doit disposer d'un enseignant, on apprécie. Et je vais dire, comme l'a dit tantôt M. Diop, c'est un idéal, n'est-ce pas? C'est un idéal. Maintenant, comment essayer en tout cas de se rapprocher de cet idéal? Ajouter le fait que, par exemple, l'enseignant doit être quelqu'un, en tout cas, qui puisse s'adapter à beaucoup de situations. On ne dirait pas toutes, mais beaucoup de situations. Moi, aujourd'hui, je suis à Sagata Djolof, je ne dirais pas à l'extrême nord du Sénégal, mais je viens à l'extrême sud de la région. Donc, je suis habitué à un certain nombre de choses dont je ne connaissais pas. Et en tout cas, que j'ai trouvé ici. Donc, cet esprit d'adaptation. Si aujourd'hui on me prend ici pour m'amener encore ailleurs, les affectations qu'ils font généralement, cet esprit également, si vous voulez, d'adaptation. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs sociaux, culturels, n'est-ce pas, environnemental, tout ce qui est à prendre en considération, en tout cas, pour pouvoir en tout cas entrer dans l'atmosphère complètement. Donc, disons qu'à peu près c'est ce que j'avais à donner comme contribution et je n'ai pas de questions en particulier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ba, Monsieur Faye, prépare-toi. Bonsoir tout le monde. Il faut qu'on réveille notre animateur là pour que le débat puisse être correctement résolu. L'animateur de l'unité, il passe 60 ans aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie, l'exposant. C'est un grand plaisir d'assister à votre aimable exposé, très riche. J'ai une contribution aussi à ajouter, puisqu'on parle de l'enseignement, on est les principaux concernés. J'ai aimé la façon dont il a procédé. Voulant parler de la qualité de l'enseignement, d'un bon enseignant, il a commencé par élaborer donc les défauts d'un enseignant. Donc c'est connaître les défauts de l'enseignant qui nous fera nous aussi connaître les bonnes qualités de l'enseignant. Donc c'est une méthode vraiment que j'ai aimée. Il a commencé d'abord par les compétences pédagogiques. Donc un bon enseignant, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Je crois, si on me demande quel est le plus bon enseignant, je dirais que c'est celui qui se prépare le plus. Donc on ne peut pas donc faire délivrer un cours sans pour autant la préparation. Donc elle est primordiale. Donc un bon enseignant, sa première qualité, c'est la préparation du cours. Et si le cours est bien préparé, donc bon, il y aura toujours des imprévisibles, mais la totalité de la difficulté donc est résolue. Donc la préparation, elle est primordiale. Et ça me fait aussi penser à nos comportements en classe, à nos comportements devant les élèves à qui nous devons étudier, nous devons enseigner. Donc nous devons être des modèles. Donc ils se miroitent sur nous. Donc nous sommes quelque chose de très important pour eux. Donc nous devons être des modèles. Bien. En plus de cela, nous devons connaître les élèves que nous enseignons. Nous devons connaître dans quelles conditions ils vivent. Donc c'est la connaissance de l'enseignant même vis-à-vis de ses élèves. Donc il ne doit pas aller dans les maisons des élèves une à une, mais
comme un bon enseignant, c'est un homme, une personne intègre, qui s'adapte donc, comme il vient de dire, à toutes les situations. Une fois donc dans un village, dans une ville, il devra être en mesure même de connaître la psychologie même de l'enfant. Donc c'est quelque chose de très important. Et je me lance même dans ce que vient de dire M. Gay. Et je lui remercie vraiment de son exposé très riche. Bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci. Donc, je salue tout le monde. Je salue aussi, en fait, M. Gay, de nous avoir magnifié, en tout cas, de son exposé très riche. En tout cas, soit remercié et, en tout cas, que cela porte des fruits. En tout cas, nous espérons, parce que je vous ai bien écouté, en tout cas, avec attention, mais je sais que c'est très intéressant. Bon, en tout cas, chacun a son appréciation. Mais ben, comme tout le monde déjà, il y a beaucoup qui ont apprécié. En tout cas, dans l'ensemble, je peux dire vraiment, vous avez bien développé. Donc, peut-être je voudrais au moins insister sur, en fait, quelques points. La tenue. Bon, l'enseignant, c'est quelqu'un, en tout cas, qui doit être un modèle, vous l'avez dit. Et un modèle, c'est dans tous les aspects, et surtout dans sa tenue. Parce que, en tout cas, la tenue, ça permet, si on regarde la personne avec sa tenue, automatiquement on donne un jugement. Donc, par exemple, je viens en classe, je ne sais pas, avec des lunettes trop noires, c'est pas, en tout cas, je donne un exemple tout court, en tout cas, avec vraiment une tenue très farfelue, vraiment, les élèves ne vont pas apprécier ça. Et aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, que, en tout cas, quelle que soit la matière que nous enseignons, en tout cas, les élèves recopient, en fait, notre modèle de vie. Et dans cela, Jean Jaurès disait, on n'enseigne pas seulement ce qu'on a, mais on enseigne aussi ce qu'on est. J'enseigne les mathématiques, je trace des figures, etc. Je ne dois pas penser que les élèves prennent seulement les figures, mais ils prennent aussi mon comportement. Donc, tout enseignant, je pense, il doit avoir vraiment ça en tête pour vraiment essayer d'avoir un bon comportement. Donc, en tout cas, chacun doit avoir cette conscience. Aussi, vous avez au moins parlé ici de l'enseignant doit se démarquer du mode, autant pour moi. En tout cas, je pense aussi que c'est important. Parce que l'enseignant, c'est quelqu'un qui doit en fait modeler, qui forme en fait des consciences. Donc, il y a une situation, mais en tout cas, moi, je dois réfléchir. Est-ce que, pour voir, est-ce que la manière dont on se comporte par rapport à telle ou telle situation, est-ce que ça doit être comme ça? Maintenant, s'il y a une solution à apporter, c'est à nous, les enseignants, qui devons apporter cela. Donc, en tout cas, vraiment, on doit se démarquer, en tout cas, du monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ceci que moi aussi je fais. Donc, vraiment, ça ne doit pas être vraiment les qualités d'un enseignant. Je dis aussi, un enseignant doit être un chercheur. Bon, c'est vrai, je peux durer beaucoup d'années dans l'enseignement, faire, en tout cas, répéter, disons, le même programme, mais chaque jour, on doit essayer de perfectionner, voire même préparer chaque cours. Par exemple, si je fais, je ne sais pas, 20 ans, je peux faire, disons, la même leçon et 20 leçons différentes. Donc, l'enseignant doit être un chercheur. Et ça, vraiment, en tout cas, c'est le dévouement, en tout cas, c'est la personne, comme disait M. Sen tout à l'heure, celui qui aime son métier, qui cherche chaque fois vraiment à se parfaire. Et donc, je pense que ça, vraiment, ça doit être la qualité de tout enseignant. Ici aussi, un enseignant, je pense, il doit avoir de bons comportements. Ben, souvent même, exiger même ça aux élèves. Ben, je donne un exemple. En tout cas, le respect des biens publics. Souvent, nous-mêmes, en tant qu'enseignants, je pense on oublie ça. Ben, c'est bien public, ben, on ne tient pas compte, en tout cas, de ce que nous gérons. Ça peut être, en tout cas, le matériel que l'école nous donne. Ça peut être, je ne sais pas, en classe. Et donc, un enseignant vraiment doit vraiment inculquer ça aux élèves.
de bon comportement. Ben, je vois, si j'entre dans les classes, je suis souvent vraiment trop blessé, parce que si je vois certains comportements, vraiment ça me blesse. Des gens qui écrivent sur la table, qui font du n'importe quoi sur les tables, qui dévissent les vis, etc. Et en tant nous aussi, souvent, on ne prête pas attention à cela. Donc souvent, il faut aussi parler aux enfants, souvent les parler. Si vous voyez par exemple quelqu'un qui écrit sur les tables, vous lui parlez, en tout cas un petit message et ça passe. Et je pense que ça peut aussi corriger l'enfant. La question que M. Diop a posée, est-ce qu'un bon enseignant doit aller en grève? En tout cas, ce serait très difficile de répondre, mais chacun a sa conviction personnelle. Et moi, je me dis, un bon enseignant ne doit pas aller en grève. Et je m'explique autant pour moi. Je pense que la manière dont on fait la grève, je pense qu'on doit penser sur ça et changer. Parce que laisser rester un jour sans aller à l'école ou bien en tout cas sans travail, je pense vraiment c'est plus que grave. C'est plus que grave. C'est mon avis, hein? C'est plus que grave. Je ne sais pas quelle est la méthode ou bien en tout cas le modèle qu'on doit adopter, mais en tout cas je pense qu'un enseignant qui va en grève parce qu'il a un problème particulier et il lèse les gens, donc je pense pour moi c'est pas bon. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, la liste. Monsieur Sarr. C'est ça. Vous avez la parole. J'aimerais que M. Ndao parle. Après, donne-lui le c'est ça. Non, tu parles ou pas? Prends le micro ou bien on parle. Tu veux parler ou pas? Non, j'aimerais entendre la version. Prends le micro. Non, je veux tout simplement. Non, donne à M. Ndao. Et tu parles son nom. Qui suit cet acte? Après Prince. Après tu donnes la parole à quelqu'un parce qu'il ne veut pas parler. Ok, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, à tous et à toutes et à tous, je dis déjà bonsoir. Et aussi, je ne pourrais pas ne pas m'associer aux remerciements et aux félicitations à l'égard de M. Gueye, vu la richesse, la clarté et la profondeur de son exposé. Vraiment, à mon niveau, ça a été très clair et ça a été très instructif. Maintenant, c'est à nous, n'est-ce pas, de prendre dans ce qu'il a dit le meilleur, et très souvent ça a été comme ça, et de l'utiliser à bon seing. Donc, comme nous sommes des enseignants, nous ne pouvons pas ne pas avoir quelque chose à ajouter. Là, c'est nous. Ça fait certainement partie des qualités d'un bon enseignant. N'est-ce pas? Ils sont payés pour parler. Voilà. Non, je ne parle même pas de parler pour parler, mais de trouver des idées. Même si M. Bassène parle de perfection, ce qu'il a dit c'est la perfection. Oui, nous pouvons toujours viser l'excellence peut-être, mettre la barre plus haut. Et moi, dans ce cadre-là, j'aimerais ajouter certaines choses, parmi lesquelles l'engagement. Donc, un enseignant, c'est quelqu'un qui s'engage. Parce que tous autant que nous sommes, avant d'être enseignants, nous savons tous ce qui nous attend. Maintenant, nous sommes engagés à être enseignants. Cela ne veut pas dire que dès qu'on nous engage à être enseignants et qu'on a signé, qu'on est déjà un bon enseignant. Non. Donc, c'est une continuité, une totale et permanente remise en question. Je ne peux pas comprendre que je suis en train de faire cours avec des élèves et je vois que le niveau n'évolue pas et que cela ne se ressent pas en moi. Je ne pourrais pas comprendre. Donc nous sommes engagés à être enseignants. Il faudrait que nous vivons à être enseignants au jour le jour, en tout lieu, par exemple. Autre chose, c'est, par exemple, être enseignant, c'est être responsable. Maintenant, il y a une grande différence entre être responsable et être responsabilisé. On nous a responsabilisés, on nous a confié des enfants. M. Gueye disait tout à l'heure que nous sommes appelés à forger
le destin des enfants. Donc là, je ne pense pas que cela soit une petite chose. C'est une mission, un sacerdoce même, on va dire. Maintenant, c'est à nous de trouver les voies et moyens de nous y prendre sans pour autant léser ni l'enfant, ni le parent qui a placé sa confiance en nous. Et un dernier point, ce serait l'abnégation. Donc, le meilleur ami de l'enseignant, c'est l'abnégation. L'abnégation, cela voulait dire quoi? Oui, nous savons que les conditions sont très dures. Maintenant, une toute petite dose de sacrifice de soi au service de l'élève, des enfants, et aussi au service de l'école, vraiment n'en serait que bénéfique. C'est ce que je pense. Donc, l'enseignant ne se limite pas à préparer le cours à la maison, à venir délivrer le cours et à rentrer. Il y a une atmosphère, un environnement qui tourne autour de l'élève. Peut-être que c'est pour cela que le prof de Diop disait que le pédagogue ou bien l'éducateur prend l'enfant à la maison, l'amène à l'école pour le ramener. Il ne le prend pas par la main. Mais d'après ses explications, d'après ses conseils, à tout instant, il accompagne l'élève. Maintenant, cela ne peut pas se limiter seulement au contenu. Apprendre à l'élève comment faire des exercices je ne sais pas, en mathématiques ou bien en anglais, à bien parler l'anglais. Non, nous sommes pédagogues. Ça veut dire que nous sommes censés savoir délivrer un message. Nous sommes censés avoir le pouvoir de capter l'attention de l'élève. Nous sommes censés, par exemple, faire comprendre par des méthodes simples et usuelles à l'élève des choses qu'il n'aurait pas compris ou bien dont le père n'aurait pas pu le faire, comme M. Ndiaye peut-être l'a dit. Mais au-delà de cela, nous sommes responsables ailleurs. Responsable ailleurs veut dire que, comme je l'ai dit, il y a un environnement qui tourne autour de l'élève et nous devons agir par rapport à cet environnement pour faire que cet élève-là, demain, d'après notre engagement dont je parlais au début, cet élève-là soit quelqu'un de meilleur au sortir de l'école. Il n'est pas dit qu'un élève qui entre à l'école va finir ministre ou bien président. L'élève pourrait faire 2 ans à l'école, un séjour de 2 ans ou bien 3 ans et partir. Mais que ce séjour-là lui soit bénéfique. Et c'est à nous qu'incombe cette responsabilité. En quelques mots, je sais que j'ai été très long. En quelques mots, c'est ce que je voulais dire. Et aussi que l'enseignement n'est pas une sinecure. En étant enseignant, nous avons tous su que il n'y a pas d'argent dans le milieu de l'enseignement. Il n'y a que des peines, donc abnégation. Donc je pense bien que je vais terminer par cela. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Alors, Diatta. Monsieur Diatta. Monsieur Diatta. Merci. D'accord. Bonsoir tout le monde. Je remercie infiniment M. Gueye de nous avoir fait un exposé d'une importance capitale. Donc je ne ferai que donner quelques rajouts par rapport à ce qu'il nous a dit. Parce que la majeure partie des collègues n'ont fait que donner des contributions. Donc, quand on parle des qualités d'un bon enseignant, d'abord, moi je crois que la centralité de l'enseignant, c'est quoi? C'est où? C'est l'établissement. Le point focal, c'est l'établissement. Donc, qui est un bon enseignant? Donc, c'est au niveau de l'établissement qu'on peut détecter un bon enseignant. Si l'enseignant est mal vu au niveau de son établissement, ça c'est qu'il sera mal vu dans la société. Donc, un bon enseignant, moi je dis, par rapport aux questions, à la question posée, vous avez dit quelles sont les qualités d'un bon enseignant. Moi je dis que toutes ces qualités peuvent être réunies dans la pédagogie. Moi je dis un bon enseignant, c'est quelqu'un qui a la pédagogie. Donc, avoir la pédagogie, c'est quoi? Moi je dis, en premier lieu,
c'est savoir bien gérer sa classe, aimer sa matière, faire comprendre aux élèves ce dont il enseigne et surtout leur faire aimer ta matière. Donc en dehors des autres, vous avez cité un modèle. Donc on est modèle en classe et on est modèle en dehors de la classe ou de l'établissement. Donc moi je dis les qualités d'un bon enseignant peuvent se référer au niveau de la pédagogie. Parce que quand on n'enseigne pas seulement comme M. Faye l'a dit, la matière qu'on enseigne, mais on enseigne soi-même. Donc les élèves parfois, vous le savez, essayent parfois de copier leurs professeurs ou leurs enseignants. Donc, pour ne pas être long, je vais aussi répondre à la question de M. Diop quand il dit est-ce qu'un bon enseignant doit aller en grève? Moi je dis un bon enseignant doit aller en grève. Est-ce que vous voyez? Pourquoi il doit aller en grève? Parce que c'est un droit. On ne va pas en grève uniquement pour aller se reposer. Non, il y a un motif qui est là. Donc il nous pousse à aller en grève. Supposons l'exemple que M. Faye a dit, moi je ne suis pas du tout d'accord. Aujourd'hui on dit qu'on va augmenter, on lutte pour l'augmentation des salaires des professeurs ou des enseignants. Et moi je dis que non, je ne vais pas aller en grève. Et quand on augmente les salaires, est-ce que le salaire de M. Diatta sera épargné? Non. Et l'argent que j'ai mangé, alors que mes collègues ou les collègues sont allés en grève, si M. Faye dit il ne va pas en grève parce que ce n'est pas bon, et il dit que l'argent qu'on mange c'est de l'argent sale, alors que les autres ont lutté pour toi, est-ce que toi aussi tu n'as pas mangé Est-ce que vous voyez? Donc un bon enseignant doit aller en grève. Voilà, donc je remercie tout le monde, c'est ce que j'ai à dire. Bon, je remercie tout le monde. Voyons que le débat est très intéressant. Il a suscité beaucoup de réflexions, beaucoup de contributions. Monsieur Diatta, peut-être nous pouvons dire tout simplement qu'un bon enseignant peut aller en grève. Doit aller en grève. Parce que c'est ça, hein? Il peut avoir une option, aller en grève, mais il peut ne pas aller en grève parce qu'il a ses points de vue. En tout cas, c'est très important, le thème est très vaste, comme je l'ai dit. C'est comme la pédagogie. Aujourd'hui, les gens qui imaginent des méthodes pédagogiques. Vous savez, on nous a appris à l'école normale que les méthodes pédagogiques vont plus vite que leur application. C'est-à-dire, avant même que la méthode soit maîtrisée, il y a une autre méthode qui est inventée. Donc, c'est parce que c'est vaste, parce que c'est difficile à définir, c'est difficile à circonscrire, et parce que les avis sont partagés. C'est pourquoi il faut toujours réfléchir pour trouver les qualités pédagogiques et déontologiques d'un bon enseignant. Il y a des questions sur lesquelles les gens ne tomberont jamais d'accord. Par exemple, tutoyer ou vous voyez un enseignant. Je suis allé dans une école où le vouvoiement a disparu entre le professeur et son enseignant. Le professeur et son élève. Il se contente de dire prof et il continue avec le tutoiement. J'ai assisté à une classe, je me disais que c'était l'ambiance festive, non, l'ambiance des vacances. Le professeur parlait, à côté, il y a peut-être Mordaogué peut-être parler de ça, parce que moi j'ai vu, hein, le professeur est en train de parler, à côté il y a des élèves qui parlent, un peu plus loin il y a d'autres élèves qui échangent entre eux, et quand un élève veut parler, il ne lève même pas la main, il interpelle, mais prof, et
et il commence à intervenir. Et je sais que c'est une ambiance qui serait très difficile pour un professeur du Sénégal d'accepter. Mais malgré tout, il continue. J'ai demandé, c'était aux îles Canaries, j'ai demandé à Raphaël, mais j'ai assisté à un cours de technologie. Je crois que c'est une particularité, parce que les élèves ne demandent pas la parole, ils interviennent quand ils veulent, ils n'écoutent pas le professeur, ils parlent entre eux. Il m'a dit non, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vous voyez, ça change. Par exemple, sur la question, est-ce qu'il faut permettre à l'élève, pendant le cours, c'est peut-être, eux, ils ont peut-être cette option. Parce qu'ils permettent aux élèves de se parler entre eux. Mais ici, ce qu'on nous a appris ici, par exemple, à l'école normale, c'est que le professeur, l'enseignant, doit encourager les échanges entre les élèves, mais il en est l'animateur. Par exemple, l'élève pose une question. Maintenant, le professeur peut dire, qu'est-ce que vous en pensez? Et dans ce cas, il retourne la question aux élèves. Et les élèves peuvent peut-être expliquer mieux à leurs camarades que le professeur lui-même. Parfois même, le professeur peut être bloqué. Hein? Parfois, il y a des questions qui sont presque des questions... C'est des cols parce que le professeur a des trous de mémoire, il a oublié. Alors, il renvoie la question aux élèves aussi. Il renvoie la question aux élèves. Un élève va bien répondre. Vous avez raison. L'enseignant, et quand on parle d'enseignant, attention, il y a deux niveaux, hein, il y a 2 niveaux jusqu'à 3 niveaux d'enseignants. Au primaire, nous avons un enseignant, au secondaire, nous avons un enseignant, à l'université également, nous avons un enseignant. N'est-ce pas? Et je crois que nous avons toujours tendance à réfléchir sur l'enseignant comme étant l'enseignant qui s'adresse à des élèves, mais celui qui s'adresse également à des étudiants, celui qui s'adresse à un assistant qui a son doctorat de 3e cycle et qui cherche son doctorat d'État, lui aussi, il est un enseignant. Vous voyez, ce qui fait que les niveaux ne sont pas les mêmes. Parce que quand on parle de pédagogie, le mot pédagogie ici, les latinistes, ça vient de pédos, non? Pédos qui veut dire enfant, ce qui fait que la pédagogie, c'est ce discours livré à l'enfant pour son éducation, son apprentissage. Donc même on parlait par exemple aussi d'andragogie pour parler de ce discours livré à des adultes. Hein? La méthode n'est pas la même. Mais dans tous les 2 cas, le bon enseignant, c'est celui qui maîtrise son élément. Non seulement il a le savoir qu'il faut pour enseigner, mais il a également le savoir-faire qu'il faut pour véhiculer son enseignement. Et quelqu'un l'a souligné, l'enseignant, c'est celui qui se prépare. Parce que aller en cours sans préparer, c'est aller à l'aventure. Vous voyez, parfois les élèves, comment ils apprécient un enseignant? Oh, il vient les bras ballants, il vient avec une règle et de la craie, il vient avec le livre de littérature française ou de littérature africaine seulement. Mais ça, après avoir fait la formation, nous savons que ce n'est pas normal. L'enseignant, comme l'a dit M. Faye, c'est celui qui prépare chaque jour son cours, même s'il le connaît par cœur. Il doit préparer son cours, même s'il a fait la leçon 1 fois, 2 fois, 20 fois, il doit préparer son cours. Je me rappelle, lorsqu'on était au lycée de Dara, on a dit,
Bon, les inspecteurs de spécialité, il paraît qu'ils viennent aujourd'hui pour rencontrer les professeurs, les doyens. Les doyens avaient peur. Parce qu'aucun doyen n'a préparé son cours. Pourquoi? Voilà le problème. Parce qu'ils savent qu'ils ont assez de manie pour gérer les 2 heures. Mais ils savent qu'ils ne le font pas dans les méthodes de l'art pédagogique. Parce qu'ils ne l'ont pas préparé. Et quand on a dit, oh, finalement, ce sont les inspecteurs de spécialité de SVT seulement qui viennent. Ah, alhamdulillah. Voilà le problème. Donc, il faut toujours préparer. Là, il y a M. Diop, vous me permettez, je donne tout simplement mon avis, quoi. Vous allez approfondir. Non. Vous avez parlé des 2 méthodologies. Une méthodologie dirigiste et une méthodologie participative. Quelle est la meilleure? Et cela parce qu'il y a une question sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas avec l'exposé, hein, mais les gens ont tendance à dire que les meilleurs enseignants sont les premiers enseignants. Mais du point de vue pédagogique, parce que moi je me dis toujours que l'humanité a toujours évolué. La médecine a évolué. Les mathématiques ont évolué. Même si Thalès ressuscitait, aujourd'hui, je crois qu'il apprendrait quelque chose en mathématiques. N'est-ce pas? Les premiers pédagogues aussi. Pourquoi on a changé de méthodologie? Parce qu'on a vu des failles dans les méthodologies passées. Moi, je dis qu'il était plus... La façon dont enseignaient nos professeurs là. Mais c'est facile pour l'enseignant. Il y a tous les manuels, le professeur d'histoire, il peut même prendre le résumé dans... Tout est résumé, hein, tu viens, tu enseignes. Et ça passe. Certains même disaient, rendez-moi mes mots. Ouais. Donc, une fois que tu enseignes la matière, ou les leçons, tu répètes, c'est fini. C'est une routine. Les gens ont l'impression que voilà quelqu'un qui enseigne bien. Voilà. Or, aujourd'hui, la méthode participative, elle est plus facile à l'élève, mais plus difficile pour le maître. Parce qu'il doit imaginer quelles sont les stratégies à mettre en œuvre, hein, pour véhiculer mon enseignement. Par quoi je dois commencer? Ils doivent contextualiser tout leur enseignement. Par exemple, le vocabulaire, avant, c'était quoi? Non, le corps humain, la tête, le tronc, les mains, etc. Et l'élève va, il apprend, il récite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit imaginer un contexte. Hein? Je dis par exemple, Momodou et Salif sont partis jouer au foot, il s'est heurté, il a heurté sa tête contre, etc. Donc, je mets un contexte dans lequel je livre mon enseignement, même si c'est du vocabulaire, même si c'est autre chose, je contextualise pour que mon enseignement soit beaucoup plus clair. Et je crois que je ne suis pas de ceux qui pensent que les enseignants d'hier sont meilleurs que les enseignants d'aujourd'hui. D'abord, parce que, primo, le niveau est plus élevé aujourd'hui. Oui, le niveau est plus élevé aujourd'hui. J'avais un enseignant qui m'enseignait de l'anglais. Je vais à l'université, je le retrouve. Ouais. Il apprend encore pour devenir un enseignant, un professeur d'anglais. Et je sais qu'après, il s'est amélioré parce qu'il a appris beaucoup de choses. La méthode participative
c'est une méthode difficile qui demande beaucoup d'abnégation, comme l'a dit monsieur Ndao, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement. Et ce qu'il a dit tout à l'heure, je me rappelle l'avoir dit à certains professeurs que j'ai appelés pendant les vacances, quand j'étais affecté ici comme principal, que l'enseignement n'est pas une sinécure, mais un sacerdoce. Il y a des métiers où on ne travaille pas beaucoup, mais on reçoit beaucoup d'argent. Mais celui qui veut avoir beaucoup d'argent, il n'embrasse pas le métier d'enseignant. Mais c'est un sacerdoce, parce qu'il faut faire beaucoup de sacrifices. Et on est mal payé, c'est peut-être pourquoi il y a beaucoup de grèves. Parce que par rapport aux fonctionnaires qui ont les mêmes diplômes que nous sommes mal payés. Mais c'est un sacrifice que nous avons fait en embrassant le métier d'enseignant. C'est un métier noble. Les gens disaient, excusez-moi, je suis peut-être long, c'est le thème qui est passionnant, que les meilleurs élèves deviennent des enseignants. Ça me posait un problème. J'ai dit non, je connais Liti Faye, c'était le meilleur élève de notre classe. Il est maintenant ingénieur en agronomie. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit quoi? Vous voyez, mon ami Farika, il faisait partie des meilleurs élèves. Il est devenu médecin. Mais les meilleurs médecins deviennent des enseignants. Ils enseignent la médecine. Les meilleurs informaticiens deviennent des enseignants. Ils enseignent l'informatique. Hein? Même les meilleurs chauffeurs, prenez n'importe quel métier, les meilleurs deviennent des enseignants. Donc, l'enseignement, ce n'est pas un petit métier, hein? C'est toujours l'excellence. Et l'excellence, maintenant, c'est quelque chose à cultiver. C'est pourquoi il faut se former. Il faut lire, il faut faire des recherches, comme l'a dit quelqu'un. Mais il faut aussi souvent susciter des débats comme ça. C'est pourquoi il faut continuer, M. Gueye. Hein? C'est pourquoi, moi, je crois qu'une fois on l'a fait, il y a quelques années de cela. J'insiste pour qu'on le fasse également, pour qu'on le pérennise, parce que c'est surtout bon et intéressant pour les jeunes enseignants. Parce que M. Nian et moi, on est presque au dernier virage. Mais vous pouvez faire un concours professionnel, on vous demande, alors qu'est-ce qu'un bon enseignant? Vous avez assez d'arguments pour répondre. Un autre thème, ce sera la même chose. L'enseignant, c'est avant tout un intellectuel. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit sur tout. Il n'a pas de frontières dans ses champs d'investigation. Encore une fois, on vous remercie, M. Gueye. Nous vous écoutons, vous avez entendu les interventions, les contributions comme les questions. On vous donne encore, et pour une dernière fois, le micro pour apporter vos réponses donc, aux questions qui ont été soulevées par les uns et les autres. Je vous remercie. Merci beaucoup tout le monde. Je peux même dire que vous avez fait l'exposé. Oui. J'ai en face de moi des enseignants chargés de qualité. Je peux dire que toutes les questions ont été répondues. Maintenant, si on vient à la question de M. Diop, je vous dis que l'enseignant n'a pas de vie privée. Parce qu'un enseignant, c'est un privilège. On dit qu'il permet de perpétuer une culture, un certain nombre de valeurs.
c'est l'enseignant qui transmet le savoir-faire et aussi le savoir-être. Si on dit un savoir-être, c'est un ensemble de comportements. Donc l'enseignant, il est un modèle. Maintenant, vos élèves, ils seront demain les dirigeants du pays. Donc ils ont besoin d'un modèle. Vous formez donc les futurs citoyens de ce pays. Donc, vous n'avez pas de vie privée. Votre comportement à l'école doit être le même que celui dans la rue. L'enseignant ne doit pas changer. Vous n'avez pas le droit de dire que j'ai quitté l'école, je peux faire tout ce que bon me semble. Vous n'avez pas de vie privée. Même les parents qui vous confient leurs enfants, ils vous observent dans la rue. Donc, vous devez être des exemples pour eux. Et pour la question de M. Sil, tolérer certaines questions. Dans une classe, vous avez un groupe de diverses sensibilités. Les élèves n'ont pas la même sensibilité. Certains sont timides. Donc, il faut leur donner une confiance. Il faut s'ouvrir à eux. Il faut leur donner l'occasion de pouvoir vous poser des questions. Mais des questions qui concernent le cours. Si un élève parle dans la classe, il ne faut pas le sortir, mais il faut lui demander qu'est-ce qu'il dit. Il dit ça plus fort. Maintenant, vous posez la question aux autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Aussi pour la question de M. Ndiaye, il demandait est-ce que face à ce manque de moyens, quel doit être le rôle de l'État? L'enseignant, il a appelé à aller chercher les moyens. Si on ne vous donne pas assez de moyens, il faut vous débrouiller. Parce qu'il faut travailler surtout pour les enfants. Vos élèves demain, ils seront des responsables. Et toi, tu auras la fierté de dire tel élève fut, ou bien telle personnalité fut mon élève. Oui, très bien. Votre élève aujourd'hui peut devenir demain un ministre, ou bien un médecin, ou bien une force ou personnalité dans le pays. Et tu auras la fierté de dire qu'il fut mon élève. Je l'ai enseigné. Donc, il faut vous donner tous les moyens. Il ne faut pas attendre tout de l'État. Ensuite, Diop, il parlait de différence entre un pédagogue et un éducateur. Le mot pédagogue a évolué, a changé aussi de sens. Au début, c'est celui qui conduisait l'enfant chez le maître. Mais aujourd'hui, le pédagogue, c'est celui qui développe des stratégies pour transmettre un savoir à un enfant. Et l'éducateur, quand on dit éducateur, lui, il se focalise sur le comportement de l'enfant. Le pédagogue, il transmet un savoir, mais l'éducateur, il donne un certain nombre de comportements. Ensuite, quelle méthode d'enseignement? Je pense que monsieur le principal a répondu à cette... Oui. À cette question. Quelle encore? L'enseignant doit-il aller en grève? L'enseignant doit-il... Non, c'est une question discutable. Oui. Hein? Non, pas la donner la réponse. Oui, très bien. Très bien. L'enseignant peut aller en grève. Peut aller en grève. Oui, très bien. Peut aller en grève. Donc, ça devient un choix final. Le pouvoir de franchement, oui. Non, c'est selon la question, je pense. Oui. Il dit s'il a pris le droit à le devoir, est-ce qu'il a le devoir d'aller en grève? Moi, je dis que parfois, oui. Nous en avons le devoir. Parce qu'il y a d'autres choses pour moi. Déjà, nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Pour aussi faire le mieux pour l'élève. Mais si nous savons que les conditions dans lesquelles nous sommes ne nous permettent pas d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés,
est-ce que nous devons croiser les bras et aller au travail et savoir qu'en retour, ce que nous voulons faire des enfants, nous ne le réussirons pas. Donc il faudra nous poser des questions. Je ne pense pas que les gens aient la latitude de vouloir se lever, se battre pour se battre, ou bien se battre uniquement pour de l'argent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement n'est pas une sinecure. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Mais aussi, dans toute chose, il y a des conditions minimales. Si nous n'avons pas ces conditions, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Continuer à aller en classe, à faire les cours, tout en sachant que les conditions dans lesquelles nous sommes ne sont pas les meilleures. Et maintenant, pour moi, ce serait continuer à gangréner l'éducation et non pas l'aider. Mieux vaut être radical quelque part pour que les conditions s'améliorent une bonne fois pour nous. Et si ça s'améliore pour les enseignants, certainement cela va s'améliorer pour les élèves aussi. Dans ce cas, vous pouvez... Je peux donner un point de vue. Je peux donner un point de vue. Oui. Si un bon enseignant, parce que je pense que c'est la question qu'on avait posée ici, moi j'insiste sur le caractère bon. Voilà, parce que c'est le terme de votre exposé, les qualités d'un bon enseignant. Autrement dit, celui qui ne dispose pas de ces qualités, on lui ôte l'adjectif de bon. Voilà, on met autre chose. Voilà. Donc, je veux dire, chacun dans son travail, comme on l'a dit tout à l'heure, essaie de donner le meilleur de lui-même. Mais vous savez, dans chaque travail, il y a des mesures d'accompagnement, n'est-ce pas? Et c'est le minimum. Il n'y a aucun travailleur, en tout cas, je pense, en tout cas dans notre pays ou bien ailleurs, qui te dira que j'y vais de mes propres conditions, à moins que ce soit vraiment un travail autonome. Mais de toute façon, généralement, je travaille avec des gens, et ces gens-là aussi demandent des conditions, n'est-ce pas? Donc, c'est généralement des mesures d'accompagnement. Et les mesures d'accompagnement nous permettent d'être encore mieux, ou bien d'être plus bon, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Disons d'être meilleur. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, n'est-ce pas? C'est quelque chose de nécessaire. La dernière fois, j'ai entendu un élève qui disait que leur grève était un mal nécessaire. Généralement, ça fait mal, oui, mais c'est pour qu'on puisse au moins aboutir sur quelque chose qui nous permet d'être meilleur. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire par rapport à sa propre conscience, le fait qu'on aille en grève ou pas. D'autant plus que, comme on l'a dit, c'est un droit. Si on sent que les choses de notre côté, ça ne va pas, on va aller en grève, n'est-ce pas, pour pouvoir améliorer les conditions dans lesquelles on évolue généralement, ou bien les conditions que demande notre travail. Donc, et je ne pense pas que aussi les gens aillent en grève juste parce qu'ils ont envie d'aller en grève, mais ils ont envie de s'amuser ou bien de se reposer et ainsi de suite. C'est parce que généralement les conditions sont là et ils sont claires. Maintenant, quand l'opportunité disons d'aller à la grève ne se présente pas, il ne faut pas y aller. D'accord. Souligner tout simplement qu'il y a des professeurs qui ne sont dans aucun syndicat, qui ne sont que dans le syndicat qui va en grève. Alors, ça aussi, ça pose un problème, hein? N'est-ce pas, Joe? Oui. C'est des polyvalents. Non, ça aussi, ça soulève un autre problème. Vous avez dit c'est un débat. Parce qu'on va falloir indexer le grave. C'est un autre débat. Hein? Oui, il a raison. Ok, je vais être très bref. Donc, j'ai eu à dire qu'un bon enseignant ne doit pas aller en grève, mais je peux m'expliquer. C'est par rapport à la manière. C'est vrai, on dit que si on va en grève, donc ça nous fait mal, hein, nous en tant qu'enseignants. Et il y a beaucoup d'enseignants, ils vont même aller à la grève. Et le dimanche, disons même, ils peuvent aller faire cours. Mais maintenant, moi, en tout cas, ma question, je me dis souvent, il faut qu'on essaye un peu de changer la méthode. Parce que ici, la seule méthode, c'est que si on va à la grève, donc on reste à la maison. On reste à la maison, on croise les bras. Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative vraiment qu'il faut faire? C'est ça vraiment ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Si j'apprends par exemple au Japon, on dit que si on va à la grève, même si on va à la grève, on va au travail. Et une autre chose, c'est vrai, nous avons un malaise qui nous fait
poussés à aller à la grève. Mais ce malaise-là, en réglant ça, c'est-à-dire en restant à la maison, est-ce qu'on ne laisse pas nous-mêmes, parce que c'est nos enfants qui sont dans les classes, c'est nos petits frères, nos sœurs, etc. Est-ce que le niveau qu'ils devaient avoir, est-ce qu'ils vont l'avoir? Et nous allons encore rester là, donc le niveau faible des élèves, etc. etc. En tout cas, je pense que c'est une question très difficile. Il faut qu'on réfléchisse davantage. Merci. J'avais juste posé une question, hein, c'est simplement une question. Mais je vois que c'est une question très pertinente, parce que chacun a son point de vue. Parce que comme l'a dit Faye, ce que nous devons faire, c'est de dégager les qualités d'un mois. Donc c'est seulement une question que j'avais posée. Mais je crois que je vois que c'est un autre, ça inspire un autre débat. Ouais, parce que chacun a son point de vue. Comme l'a dit Faye, parfois on va en grève en ayant à l'esprit qu'on va causer des torts, n'est-ce pas? Qu'on va baisser le niveau des élèves, n'est-ce pas? Mais si l'enseignant va en grève, c'est parce qu'il est poussé à y aller, n'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas en grève comme ça pour aller en grève, mais pour rester à la maison dormir. Non. Mais comme on le dit aussi, on ne peut pas aussi faire des journées sans casser des heures, n'est-ce pas? Parce que si par exemple l'État, comme je disais, l'État c'est le principal responsable, n'est-ce pas? Parce que il ne respecte pas ses engagements, cela maintenant pousse les syndicats à aller en grève, n'est-ce pas? Je crois que ça mérite un autre débat, hein? Parce que comme ça fait nuit, je crois qu'il faut essayer de conclure, n'est-ce pas, et de passer à autre chose, quoi. Donc là, c'est une débat. On donne ça à monsieur le principal de préparer ce thème droit à la grève. C'est-à-dire, j'avais voulu, sur les questions posées, j'ai voulu revenir sur certaines questions. Bon, donc, tout à l'heure, le principal a dit qu'il n'est pas d'accord si on dit que les premiers enseignants ont été les meilleurs enseignants. Alors, si on compare les enseignants d'autrefois et les enseignants d'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas à cause du côté intellectuel, mais c'est à cause du comportement. Alors, le comportement d'hier était plus salutaire que le comportement d'aujourd'hui. Alors, je dis que, en tout cas, il était beaucoup plus responsable. Les enseignants d'hier étaient beaucoup plus responsables que nous. Même si le niveau est aujourd'hui plus avancé, les gosses, alors, ont un niveau vraiment acceptable aujourd'hui, mais le comportement laisse à désirer. Parce que des fois, nous voyons des enseignants dans les classes, alors ce ne sont pas des enseignants. Alors, ce qu'ils sont en train d'inculquer aux enfants, c'est un autre comportement. Par exemple, Mordaoui l'a dit tout à l'heure, parce que ce n'est pas bon des fois de dire aux élèves, c'est-à-dire de raconter aux élèves votre vie privée, c'est-à-dire de dire aux enfants comment vous vivez, alors pour que les enfants vraiment aient envie de devenir ou de faire ce que vous faites, alors que ce que vous leur dites n'est pas bon. Par exemple, vous leur dites que moi j'étais comme ça, ceci, alors il faut leur, en tout cas, apprendre un bon comportement. Alors, pour ce qui est de la question de Michel Sill, c'est-à-dire la relation entre élèves et élèves-enseignants, c'est extrêmement important. Alors, on a dit que c'est la méthode participative, mais en même temps, c'est la méthode associative. Parce que le comportement, parce qu'on dit, le principal l'a dit tout à l'heure, parce qu'autrefois, on ne faisait qu'enseigner des contenus. Alors on demandait aux enfants de nous rendre nos mots, de ne même pas laisser les virgules. Alors l'enfant était considéré à ce moment-là comme un entonnoir où on versait des connaissances. Alors c'est maintenant différent. Donc la relation qu'il y a entre élèves, par exemple, des fois quand vous faites une leçon, ce n'est pas le maître seulement qui détient la parole, qui parle à chaque fois. Donc il faut laisser, par exemple, c'est comme ça que j'ai compris la question de M. Mordaoui. Je pense que s'il parle, il parle de la relation qui doit exister entre élèves et maîtres.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Encore une fois, merci beaucoup tout le monde. Merci et je pense que toutes les questions étaient répondues à travers même des interventions. Oui. Donc je vous remercie de votre présence, mais aussi de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Pardon.